Dans une salle de contrôle souterraine près de Genève, un physicien fixe l'écran devant lui, les mains tremblantes. Deux particules viennent d'être séparées par 27 kilomètres de câbles et de tunnels. L'une d'elles vient d'être mesurée. L'autre, à l'instant exact où son jumeau quantique a été observé, a réagi. Pas en quelques millisecondes, pas à la vitesse de la lumière. Le temps, cette chose que tu crois comprendre, cette chose qui semble couler comme une rivière depuis ta naissance jusqu'à ta mort, vient de se comporter comme s'il n'existait pas. À 380 000 kilomètres d'ici, sur la Lune, un miroir installé par les astronautes d'Apollo reflète un faisceau laser tiré depuis la Terre. Le signal lumineux met 1,3 secondes pour l'aller, 1,3 secondes pour le retour. Mais cette mesure précise révèle quelque chose de dérangeant. La Lune que tu vois dans le ciel ce soir n'est pas là où tu la regardes. Elle est déjà ailleurs. Tu vis dans le passé de tout ce qui t'entoure, prisonnier d'une illusion que ton cerveau construit pour te donner l'impression que le monde existe maintenant. 1905, Albert Einstein vient de comprendre que le temps n'est pas universel, que deux horloges identiques, l'une immobile, l'autre en mouvement, mesureront des durées différentes pour le même événement, qu'un astronaute voyageant près de la vitesse de la lumière reviendra des années plus jeune que son jumeau resté sur Terre. Pas une illusion, pas une erreur de mesure, une loi fondamentale de l'univers. Cette nuit-là, Einstein ne dort pas. Il vient de tuer le temps absolu et il sait que personne ne le croira. Ton cœur bat. Les secondes défilent sur l'horloge murale. Tu es assis là, en train de lire ces mots, et tu crois vivre dans le présent. Maintenant. Cet instant précis que tu sens, que tu respires, que tu vis avec chaque battement de ton cœur. Mais voici ce que la physique moderne te cache depuis plus d'un siècle. Ce maintenant que tu expérimentes n'existe pas dans l'univers. Ce n'est pas une métaphore philosophique. Ce n'est pas une figure de style poétique. C'est une conclusion mathématique inévitable, issue des équations les plus testées et confirmées de toute l'histoire de l'art. Le présent que tu vis est une illusion construite par ton cerveau, une interface utilisateur confortable qui masque la véritable architecture du temps. Laisse-moi te montrer quelque chose de perturbant. Quand tu regardes le soleil, tu le vois tel qu'il était il y a 8 minutes et 19 secondes. La lumière qui frappe ta rétine maintenant a quitté la surface solaire pendant que tu finissais ton petit déjeuner. L'étoile Proxima du Centaure, la plus proche de nous après le Soleil, tu la vois telle qu'elle existait il y a 4,2 années. Quand tu observes la galaxie d'Andromède, cette spirale majestueuse dans le ciel nocturne, tu contemples son passé vieux de 2 500 000 ans. Mais ce n'est pas tout. Regarde la personne assise en face de toi. La lumière réfléchie par son visage met quelques nanosecondes à atteindre tes yeux. Tu ne la vois jamais maintenant. Tu vois toujours son passé, aussi récent soit-il. Il n'existe aucun moyen physique de percevoir le présent de quoi que ce soit. Mais l'histoire devient vraiment dérangeante quand on creuse plus profond. En 1905, Albert Einstein a démontré que deux événements qui semblent simultanés pour toi peuvent ne pas l'être pour quelqu'un d'autre, se déplaçant à une vitesse différente. Imagine deux éclairs qui frappent simultanément les extrémités d'un train en mouvement. Pour toi, immobile sur le quai, ils sont parfaitement synchronisés. Pour un passager dans le train, l'éclair avant arrive quelques nanosecondes avant l'éclair arrière. Ce n'est pas une illusion d'optique, ce n'est pas une erreur de perception. Les deux observations sont également vraies.
La simultanéité n'existe pas de manière absolue dans l'univers. Ce que tu appelles maintenant dépend de ta vitesse, de ton mouvement dans l'espace. Le présent n'est pas universel. Il est relatif, personnel, fragmenté en une infinité de maintenant différents selon la vitesse de chaque observateur. Et cela signifie quelque chose de terrifiant pour notre conception de l'existence. Si le maintenant n'est pas universel, s'il n'existe pas de moment présent partagé par tout l'univers, alors qu'est-ce qui sépare le passé du futur? Pour Einstein, la réponse était brutale et sans appel. Rien ne les sépare. Le passé existe encore. Le futur existe déjà. Tout ce qui s'est jamais passé et tout ce qui se passera jamais coexistent dans un bloc d'espace-temps 4-dimensionnel éternel et immuable. Ta naissance existe encore quelque part dans ce bloc. Ta mort existe déjà ailleurs. Tu ne te déplaces pas dans le temps. Tu es étalé à travers lui, comme une chenille géante dont chaque segment représente un instant de ta vie. L'impression de progresser du passé vers le futur n'est qu'une caractéristique de ta conscience, pas une propriété de l'univers lui-même. Mais la physique quantique rend les choses encore plus étranges. En 1979, John Wheeler a proposé une expérience mentale dévastatrice, l'expérience du choix retardé. Imagine qu'un photon soit émis et doive choisir entre passer par un chemin ou un autre. Selon la configuration de l'expérience, il peut se comporter comme une onde passant par les deux chemins simultanément, ou comme une particule passant par un seul. Voici le coup de massue. Tu peux décider quelle configuration utiliser après que le photon ait déjà fait son voyage. Ta décision présente détermine rétroactivement le comportement passé du photon. Ce n'est pas de la fiction. Cette expérience a été réalisée en 1984 par Carol Halley et ses collègues de l'Université du Maryland. Les résultats ont confirmé la prédiction de Wheeler. Le futur peut influencer le passé. La séquence temporelle causale que tu considères comme sacrée s'effondre au niveau quantique. Alors maintenant, assis là où tu es, réfléchis à ce que cela signifie réellement. Ton cerveau construit l'illusion d'un instant présent en synchronisant artificiellement des informations qui lui parviennent à des moments différents. Les signaux nerveux de tes orteils mettent plus longtemps à atteindre ton cerveau que ceux de ton nez, mais tu perçois tout ton corps comme existant maintenant. Ton cerveau ment constamment pour créer cette illusion de simultanéité. Il retarde certains signaux, accélère d'autres, les assemble dans une fenêtre temporelle d'environ 80 millisecondes pour te donner l'impression cohérente d'un présent unifié. Ce que tu appelles maintenant est un artefact neurologique, une construction mentale qui n'a aucune contrepartie dans la réalité physique fondamentale. Les philosophes ont débattu de là du temps pendant des millénaires. Héraclite d'Éphèse disait qu'on ne peut pas se baigner deux fois dans le même fleuve. Parménide d'Élée affirmait que le changement lui-même était une illusion. Mais aucun philosophe antique n'aurait pu imaginer ce que la physique moderne révèle, que le temps n'est pas du tout ce qu'il semble être, que chaque instant de l'histoire existe encore, figé éternellement dans la structure 4-dimensionnelle de l'univers, que ton futur est déjà là, quelque part dans cet espace-temps bloc, t'attendant, que la flèche du temps, cette sensation viscérale que le passé est mort et que le futur n'existe pas encore, pourrait n'être qu'une caractéristique de systèmes thermodynamiques complexes
comme ton cerveau, pas une loi fondamentale du cosmos. Le physicien Julian Barbour a passé sa carrière à défendre une idée encore plus radicale. Le temps n'existe pas du tout. Pour lui, l'univers est une collection d'instants figés, de configurations spatiales qu'il appelle des maintenant. Chaque maintenant existe de manière indépendante, éternelle, sans lien causal avec les autres. Ce que nous percevons comme le passage du temps est simplement notre conscience sautant d'un maintenant à un autre, créant l'illusion de continuité et de changement. Dans cette vision, il n'y a pas de passé qui disparaît, ni de futur qui arrive. Il n'y a qu'une mosaïque infinie d'instants éternels, et ta conscience est comme un projecteur éclairant successivement chaque fragment de cette mosaïque. Alors voici la question qui devrait te tenir éveillé cette nuit. Si le temps est une illusion, si le présent n'existe pas, si le passé et le futur coexistent dans un bloc éternel, qu'est-ce que cela signifie pour toi, pour ta conscience, pour ton libre arbitre, pour le sentiment d'être un agent qui fait des choix et crée son propre avenir? Si ton futur existe déjà quelque part dans l'espace-temps bloc, tes décisions sont-elles réelles ou simplement l'impression subjective d'un être qui découvre progressivement ce qui était déjà écrit? Et si ta conscience crée le temps plutôt que d'exister dedans, qu'est-ce que tu es vraiment? Un générateur de séquences temporelles, un créateur de réalité, ou quelque chose d'encore plus étrange que nous n'avons même pas les mots pour décrire? Le temps que tu crois vivre n'est peut-être qu'un rêve, une interface confortable construite par l'évolution pour t'aider à survivre, mais qui ne reflète pas la profonde de l'univers. Et derrière ce rêve se cache quelque chose de bien plus terrifiant et magnifique qu'on ne te l'a jamais dit. Berne, Suisse. Printemps 1905. Un jeune homme de 26 ans termine sa journée au bureau des brevets, rentre dans son appartement étroit de la Kramgasse et s'assoit à sa table de travail. Albert Einstein n'est personne. Pas de chaire universitaire, pas de reconnaissance académique, pas même un doctorat encore validé. Juste un examinateur de 3e classe qui évalue des demandes de brevets pour des machines électriques pendant la journée et qui, la nuit, dans le silence de son appartement, est en train de démolir 3 siècles de physique newtonienne. Ce soir-là, il écrit les équations qui vont tuer le temps absolu. Et il sait, avec une certitude qui le terrifie, qu'il vient de découvrir quelque chose que personne ne voudra croire. La question qui le hante depuis des mois est simple en apparence. Que se passerait-il si tu voyageais à la vitesse de la lumière, à côté d'un rayon lumineux? Pourrais-tu voir ce rayon immobile, figé dans l'espace comme une onde gelée? La physique de Newton dit oui. Mais les équations de Maxwell sur l'électromagnétisme disent non. La lumière doit toujours se déplacer à la même vitesse, peu importe ta propre vitesse. 300 000 km par seconde, toujours, pour tout observateur. Cette contradiction a rendu Einstein fou pendant des années. Et puis, dans un éclair de compréhension qui le réveille en pleine nuit, il réalise l'impensable. Ce n'est pas la lumière qui doit changer, c'est le temps lui-même. Voici ce qu'Einstein comprend cette nuit-là, et que personne avant lui n'avait osé imaginer. Si la vitesse de la lumière est absolue et identique pour tous les observateurs, alors le temps doit être relatif et différent pour chacun. Imagine 2 horloges parfaitement synchronisées. Tu en places une dans un train qui part à grande vitesse, l'autre reste sur le quai. Quand le train revient après avoir parcouru la moitié de l'Europe, les 2 horloges ne montrent plus la même heure.
Ce n'est pas une défaillance mécanique. Ce n'est pas une imprécision de mesure. Le temps a littéralement coulé plus lentement pour l'horloge en mouvement. Le temps n'est pas une toile de fond universelle et immuable, comme Newton le croyait. C'est une dimension flexible, qui se courbe, s'étire et se contracte selon ta vitesse et ton mouvement dans l'espace. Mais les implications vont bien au-delà de simples horloges désynchronisées. Einstein réalise que si le temps peut ralentir, alors le concept même de simultanéité s'effondre. Deux événements qui se produisent en même temps pour toi peuvent se produire à des moments différents pour quelqu'un d'autre. Imagine un astronome sur Terre qui observe deux supernovas exploser simultanément dans deux galaxies opposées. Pour lui, elles sont parfaitement synchronisées. Mais pour un vaisseau spatial voyageant à 90% de la vitesse de la lumière dans une certaine direction, l'une des explosions s'est produite 1000 ans avant l'autre. Les deux observations sont correctes. Il n'existe pas de maintenant absolu. Chaque observateur découpe l'espace-temps en tranches temporelles différentes selon sa vitesse. Le présent n'est pas universel. Il est personnel, fragmenté, relatif à ton état de mouvement. Les semaines qui suivent cette révélation sont une torture pour Einstein. Il passe ses nuits à vérifier ses calculs, cherchant désespérément une erreur, un oubli, quelque chose qui lui permettrait de revenir à un univers sensé, où le temps est le temps pour tout le monde. Mais les mathématiques sont implacables. Plus il creuse, plus les conclusions deviennent radicales. Il écrit à son ami, Konrad Habicht. « Je te promets 4 articles qui vont révolutionner la physique. L'un d'eux, sur l'électrodynamique des corps en mouvement, va changer notre compréhension de l'espace et du temps. Il n'exagère pas. Dans ce papier de 30 pages, sobre et dépourvu de toute référence bibliographique, Einstein détruit le temps newtonien et le remplace par quelque chose de beaucoup plus étrange. Mais voici ce qu'on ne te raconte jamais sur Einstein après 1905. Cette découverte ne lui apporte pas la paix intellectuelle. Elle le plonge dans un malaise existentiel qui ne le quittera jamais. Des années plus tard, en 1955, quelques semaines avant sa mort, il écrit une lettre déchirante à la famille de son ami Michel Bessot, qui vient de décéder. Dans cette lettre, Einstein tente de réconforter la veuve en expliquant que la mort n'est qu'une illusion, car dans l'espace-temps bloc de la relativité, le passé et le futur coexistent éternellement. Pour nous, physiciens convaincus, écrit-il, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, si tenace soit-elle. Ces mots ne sont pas une consolation abstraite, c'est la confession d'un homme qui a passé 50 ans à vivre avec les conséquences philosophiques de ses propres découvertes. Car Einstein a compris quelque chose que même la plupart des physiciens modernes préfèrent ignorer. Si le temps n'est relatif, si le présent n'existe pas universellement, si le passé et le futur coexistent dans un bloc d'espace-temps éternel, alors tout ce qui va t'arriver existe déjà quelque part. Ta mort est déjà inscrite dans la géométrie de l'univers. Les choix que tu feras demain sont déjà là, figés dans la structure 4-dimensionnelle du cosmos. Le libre arbitre devient une illusion beaucoup plus profonde qu'une simple question philosophique. C'est une impossibilité physique découlant directement des équations de la relativité. Einstein a tué le temps absolu. Mais en le tuant, il a peut-être aussi tué ta liberté. En 1911, 6 ans après son article révolutionnaire,
Einstein donne une conférence à Prague devant un parterre de physiciens sceptiques. Il présente une extension de sa théorie. La gravité n'est pas une force qui attire les objets les uns vers les autres. C'est la courbure de l'espace-temps lui-même. Une masse comme le Soleil déforme la géométrie de l'univers autour d'elle, créant un puits dans le tissu espace-temps. Et les planètes roulent simplement le long de cette courbure. Mais cette courbure affecte aussi le temps. Plus tu es proche d'une masse importante, plus le temps ralentit. Un astronaute en orbite autour d'un trou noir verra l'univers extérieur accélérer follement, vieillir de millions d'années en quelques minutes de son temps propre. Le temps n'est pas seulement relatif à la vitesse, il est relatif à la gravité, il est relatif à la géométrie même de l'espace. À la fin de la conférence, un jeune physicien lève la main et pose la question qui hante Einstein depuis des années. « Professeur, si le temps peut ralentir ou accélérer selon où nous sommes et comment nous nous déplaçons, cela signifie-t-il que le temps pourrait s'arrêter complètement ?» Einstein hésite. Il regarde par la fenêtre le ciel de Prague. Puis il répond avec une honnêteté brutale. « Oui, au bord d'un trou noir, à ce qu'on appellera plus tard l'horizon des événements, le temps s'arrête totalement vu de l'extérieur. Un astronaute tombant dans un trou noir semblerait figé éternellement pour un observateur distant, suspendu dans un instant éternel. Mais pour l'astronaute lui-même, le temps continue normalement, jusqu'à ce qu'il soit déchiqueté par les forces de marée. La salle reste silencieuse. Einstein vient de décrire un univers où le temps peut mourir. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, Einstein ne dort pas. Il regarde les étoiles par la fenêtre et réalise qu'il a ouvert une porte qu'il ne pourra jamais refermer. Le temps n'est plus ce pilier stable sur lequel construire la physique. C'est une dimension plastique, malléable, qui peut se tordre et se briser. Et si le temps peut s'arrêter, si le présent n'existe pas universellement, si le passé et le futur sont aussi réels que ce moment précis, alors qu'est-ce qui te fait croire que tu es en train de lire ces mots maintenant? Peut-être que ce maintenant que tu expérimentes n'est qu'un point arbitraire dans ton existence éternelle et figé à travers l'espace-temps. Peut-être qu'Einstein a détruit plus que le temps absolu. Peut-être qu'il a détruit le présent lui-même. Tu lâches une tasse de café. Elle tombe. Elle se brise en 1000 morceaux sur le carrelage. Le liquide se répand en flaques irrégulières. Et jamais, jamais, dans toute l'histoire de l'univers, tu ne verras ces morceaux se rassembler spontanément, le café refluer vers le haut, et la tasse intacte bondir dans ta main. C'est la flèche du temps. Cette asymétrie fondamentale qui fait que le temps semble couler dans une seule direction, du passé vers le futur, de l'ordre vers le chaos. C'est tellement évident, tellement ancré dans ton expérience quotidienne, que tu n'as jamais questionné pourquoi. Mais voici le problème qui déchire la physique depuis plus d'un siècle. Aucune loi fondamentale de la n'interdit à cette tasse de se reconstituer. Les équations de Newton fonctionnent dans les deux sens. Si tu filmes une planète en orbite autour du Soleil et que tu passes le film à l'envers, tu ne peux pas dire quelle version est la bonne. Les deux respectent parfaitement les lois de la gravitation. Les équations de Maxwell sur l'électromagnétisme sont symétriques dans le temps. Un électron peut avancer ou reculer temporellement sans violer aucune loi physique. Même les équations de la mécanique quantique, ces piliers de la physique moderne, sont réversibles dans le temps. Mathématiquement,
L'univers devrait fonctionner aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Pourtant, tu vieillis. Les étoiles meurent, les tasses se brisent, le temps avance inexorablement dans une direction et une seule. Cette contradiction entre les lois microscopiques réversibles et l'expérience macroscopique irréversible est l'un des plus grands mystères non résolus de la physique. La thermodynamique prétend avoir la réponse. La deuxième loi thermodynamique affirme que l'entropie, cette mesure du désordre, augmente toujours dans un système isolé. Quand tu casses la tasse, l'entropie augmente. Les molécules d'eau du café, auparavant contenues dans un volume bien défini, se dispersent chaotiquement sur le sol. Il y a des milliards de configurations possibles pour ces molécules dispersées, mais une seule où elles forment une tasse intacte de café. La probabilité que le hasard reconstitue la tasse est astronomiquement faible. Pas impossible, juste incroyablement improbable. Voilà, problème résolu. Le temps avance parce que l'entropie augmente. Sauf que cette explication soulève une question encore plus dérangeante. Pourquoi l'entropie était-elle si basse au début? Rewind. Reviens au Big Bang. L'univers naissant, il y a 13,8 milliards d'années, était dans un état d'entropie extraordinairement faible. Toute la matière et l'énergie comprimées dans un point infinitésimal, parfaitement ordonné. Depuis, l'univers se dilue, se refroidit, se désorganise. L'entropie augmente. Mais voici le piège. Si les lois fondamentales sont symétriques dans le temps, pourquoi l'univers a-t-il commencé dans un état si improbablement ordonné? C'est comme si tu retrouvais spontanément tous les morceaux de la tasse parfaitement assemblés. Cela ne viole aucune loi physique, mais c'est tellement improbable que cela demande une explication. Le physicien Roger Penrose a calculé la probabilité que l'univers commence dans un état d'entropie aussi basse. Le nombre est 1 sur 10, puissance 10 puissance 123. Un nombre si monstrueusement grand qu'il n'existe pas assez d'atomes dans l'univers observable pour écrire tous ces zéros. Alors d'où vient la flèche du temps? Pourquoi le passé semble-t-il différent du futur? La réponse pourrait être beaucoup plus troublante que tu ne l'imagines. En 1927, Arthur Eddington a proposé que la flèche thermodynamique du temps, cette augmentation de l'entropie, soit la seule vraie flèche temporelle. Mais les physiciens ont découvert d'autres flèches. La flèche cosmologique, l'expansion de l'univers. La flèche radiative, les ondes électromagnétiques, s'éloignent de leur source, jamais ne convergent spontanément. La flèche quantique, la fonction d'onde s'effondre lors d'une mesure, créant un passé déterminé et un futur probabiliste. Et la flèche psychologique, ta mémoire du passé, ton anticipation du futur, ton expérience subjective que le temps coule. Ces flèches pointent-elles toutes dans la même direction par coïncidence, ou y a-t-il un lien profond entre elles que nous ne comprenons pas encore? Mais voici où les choses deviennent vraiment perturbantes. En mécanique quantique, les particules peuvent violer la flèche du temps. En 1949, Richard Feynman a proposé que les positrons, les antiparticules des électrons, ne sont rien d'autre que des électrons voyageant vers le passé. Ce n'était pas une métaphore. Les mathématiques fonctionnent. Un positron se déplaçant vers le futur est mathématiquement identique à un électron se déplaçant vers le passé. Et cette idée délirante a conduit à des prédictions confirmées expérimentalement, avec une précision hallucinante.
L'électrodynamique quantique, basée en partie sur cette interprétation, est la théorie la plus précise jamais conçue par l'humanité, prédisant certains phénomènes avec 14 décimales de précision. Les particules peuvent voyager vers le passé. C'est un fait mathématique incorporé dans nos meilleures théories. Et puis il y a l'expérience du choix retardé dont nous avons parlé plus tôt. En 1978, John Wheeler a imaginé une expérience où tu décides comment observer un photon après qu'il ait déjà terminé son voyage. Un photon quitte une galaxie lointaine il y a des milliards d'années. Il peut prendre 2 chemins différents autour d'une galaxie massive qui agit comme une lentille gravitationnelle. Si tu configures ton télescope pour détecter quel chemin il a pris, il aura voyagé comme une particule par un seul chemin. Si tu configures ton télescope pour observer l'interférence, il aura voyagé comme une onde par les 2 chemins simultanément. Tu fais ce choix aujourd'hui. Le photon a voyagé il y a des milliards d'années. Ta décision présente détermine rétroactivement son comportement passé. Cette expérience a été réalisée. Les résultats confirment la prédiction. Le futur influence le passé. La causalité temporelle que tu considères comme sacrée n'est qu'une approximation valide à notre échelle, mais fausse au niveau quantique. Alors maintenant, assis là où tu es, imagine ce que cela signifie réellement pour la flèche du temps. La thermodynamique dit que le temps avance, parce que le désordre augmente. La relativité dit que le temps est une dimension spatiale, où passé et futur coexistent. La mécanique quantique dit que les particules peuvent voyager vers le passé, et que le futur peut influencer le passé. Ces 3 piliers de la physique moderne racontent des histoires contradictoires sur la du temps. Et aucun physicien sur Terre ne sait comment les réconcilier. Nous vivons avec cette contradiction depuis 100 ans, en faisant semblant qu'elle n'existe pas, en séparant soigneusement les domaines où chaque théorie s'applique, en évitant les questions qui forceraient ces théories à se confronter directement. En 1988, le physicien Hugh Price a proposé une solution radicale à ce paradoxe. Et si la flèche du temps n'était qu'une illusion de perspective? Imagine l'univers comme un film déjà tourné, un bloc d'espace-temps 4-dimensionnel où tout existe simultanément. Ta conscience voyage le long de ce film, créant l'illusion d'un présent qui avance. Mais dans la réalité fondamentale, il n'y a pas de flèche, pas de passé révolu, pas de futur à venir. Juste un paysage temporel éternel et immuable que tu explores subjectivement. L'augmentation de l'entropie n'est pas la cause de la flèche du temps. C'est simplement la direction dans laquelle ta conscience choisit de voyager à travers ce bloc. Et cette direction pourrait être aussi arbitraire que le choix de lire un livre de gauche à droite plutôt que de droite à gauche. La flèche du temps est peut-être la plus grande illusion de toutes, plus profonde que l'illusion du présent, plus troublante que la relativité de la simultanéité. Car si la flèche du temps n'est qu'une caractéristique de ta conscience, et non de l'univers lui-même, alors tout ce que tu considères comme réel, chaque souvenir, chaque expérience, chaque moment de ta vie, pourrait n'être qu'une façon particulière de découper un bloc d'espace-temps éternel et sans direction. Le temps n'avance pas. Tu avances à travers le temps, et la direction que tu appelles future pourrait n'être qu'un choix arbitraire de ta conscience. Imagine que toute ta vie existe déjà, pas seulement ton passé
évidemment figé dans les souvenirs et les photographies, mais ton futur aussi. Demain matin quand tu te réveilleras, l'année prochaine quand tu fêteras ton anniversaire, le dernier souffle que tu prendras dans 40 ans. Tout cela existe déjà quelque part, gravé dans la structure même de l'univers. Ce n'est pas une métaphore spirituelle. Ce n'est pas une croyance religieuse sur la prédestination. C'est la conclusion mathématique inévitable de la relativité générale d'Einstein. Bienvenue dans l'univers bloc, où le temps n'est qu'une dimension supplémentaire de l'espace, et où ta vie entière est un objet quatre-dimensionnel éternel que tu explores subjectivement, instant par instant. Les équations d'Einstein traitent le temps exactement comme elles traitent l'espace. Quand tu décris un événement, tu donnes 4 coordonnées, 3 pour l'espace et 1 pour le temps. L'explosion d'une supernova s'est produite à telle coordonnée spatiale et à telle coordonnée temporelle. Dans les mathématiques de la relativité, ces 4 coordonnées sont fondamentalement équivalentes. Le temps est juste une 4e dimension perpendiculaire aux 3 dimensions spatiales que tu perçois. Et si le temps est une dimension comme l'espace, alors tous les moments temporels existent de la même manière que tous les points spatiaux existent. Madrid existe même si tu es à Paris. Demain existe même si tu es aujourd'hui. Le futur est déjà là, aussi réel et concret que le passé, simplement situé dans une autre région de l'espace-temps 4-dimensionnel. Visualisez cela différemment. Imagine une pellicule de film. Chaque image représente un instant de ta vie. À la naissance, tu es sur la première image. À ta mort, tu es sur la dernière. Entre les deux, des millions d'images capturent chaque seconde de ton existence. Maintenant, voici le coup de massue. Toutes ces images existent simultanément sur la pellicule. L'image de toi à 5 ans existe en même temps que l'image de toi à 75 ans. La seule raison pour laquelle tu as l'impression que le temps avance, que tu progresses de l'enfance à la vieillesse, c'est que ta conscience lit la pellicule image par image, créant l'illusion du mouvement et du changement. Mais la pellicule elle-même ne bouge pas. Elle existe entièrement, éternellement, de la première à la dernière image. C'est l'univers bloc. Et tu es prisonnier de cette pellicule que tu crois vivre, mais qui est déjà entièrement tournée. Cette vision s'appelle l'éternalisme, et elle découle directement de la relativité de la simultanéité. Souviens-toi, 2 événements qui sont simultanés pour toi peuvent ne pas l'être pour quelqu'un se déplaçant à une vitesse différente. Maintenant, pousse ce raisonnement à son extrême. Il existe un observateur, quelque part dans l'univers, se déplaçant à une certaine vitesse, pour qui ta naissance et ta mort sont simultanées. Il existe un autre observateur, pour qui ton futur est son passé. Si différents observateurs découpent l'espace-temps en tranches temporelles différentes, alors tous les événements doivent exister de manière égale pour permettre ces découpages. Le futur ne peut pas se créer au fur et à mesure, car il est déjà le passé de quelqu'un d'autre. Donc le futur existe déjà, figé et immuable, attendant simplement que ta conscience le découvre. Les implications pour le libre arbitre sont dévastatrices. Si ton futur existe déjà dans l'univers bloc, alors chaque décision que tu prendras est déjà prise. Chaque choix que tu feras est déjà fait. Tu as l'impression de délibérer, d'hésiter, de choisir librement entre plusieurs options. Mais c'est une illusion. L'univers bloc contient déjà la version de toi qui choisira A ou B, qui tournera à gauche ou à droite, qui dira oui ou non.
Ta conscience explore simplement ce qui est déjà écrit, comme un lecteur découvrant progressivement les mots d'un livre déjà imprimé. Tu ne crées pas ton avenir, tu le découvres. Le philosophe J.M.E. McTaggart a formalisé cette distinction au début du XXe siècle, en séparant le temps A, le temps subjectif qui semble couler, et le temps B, le temps objectif où tous les événements coexistent. La physique moderne soutient le temps B. Ton expérience te fait croire au temps A, mais l'horreur va plus loin encore. Dans l'univers bloc, ta conscience elle-même est étalée à travers le temps. Il n'existe pas un toi unique qui traverse le temps. Il existe une infinité de toits, chacun figé à un instant particulier, chacun ayant l'illusion d'être le seul toi, réel, vivant le moment présent. Le toi de ce matin qui buvait son café existe encore, figé à jamais dans ce moment de l'espace-temps. Le toi de demain qui lira ces mots existe déjà, figé dans son propre instant. Tu n'es pas un être qui dure. Tu es une séquence d'instantanés temporels, comme les images d'un flipbook. Chaque version de toi croit être le présent. Chaque version de toi a tort. Il n'existe que le bloc éternel et immuable, contenant toutes les versions de toi simultanément. Le physicien Hermann Weyl a résumé cette vision avec une brutalité poétique en 1949. Le monde objectif est, il n'arrive pas. Pour un regard embrassant tous les âges, rien ne change. L'image quadridimensionnelle des événements de la vie d'un homme est et reste invariable. Lis ces mots lentement. Rien ne change. Ta vie ne se déroule pas. Elle est, tout entière, maintenant, hier, demain, dans 1000 ans. Ton premier baiser et ton dernier souffle existent avec la même réalité, figée dans la géométrie éternelle de l'espace-temps. Le changement, le devenir, le passage du temps ne sont que des illusions, créées par la limitation de ta conscience, qui ne peut appréhender qu'une tranche infinitésimale de ton existence totale à chaque instant. Certains physiciens ont tenté de résister à cette conclusion. Ils proposent que seul le passé et le présent existent, que le futur reste ouvert et indéterminé. Cette vision s'appelle le présentisme ou le possibilisme. Mais elle se heurte à un problème fatal avec la relativité. Si le présent seul existe, et si le présent est relatif à chaque observateur, alors différents observateurs habitent des univers avec des contenus différents. Pour un observateur sur Terre, Mars existe maintenant. Mais pour un vaisseau spatial voyageant à 99% de la vitesse de la lumière, le maintenant de Mars pourrait être situé 1000 ans dans ce que nous appelons le futur terrestre. Mars existe-t-elle ou non? La question devient absurde. La seule façon cohérente de réconcilier la relativité avec l'existence est l'éternalisme. Tout existe, toujours, éternellement. Mais voici peut-être la révélation la plus troublante de l'univers bloc. Si ton futur existe déjà, alors ta mort existe déjà. Pas comme une possibilité lointaine, comme un événement réel, concret, aussi solidement installé dans la structure de l'univers que ta naissance. Il existe, en ce moment même, une région de l'espace-temps 4-dimensionnel où tu n'existes plus. Ton corps décomposé, tes neurones silencieux. Ton dernier instant de conscience déjà figé dans le passé de cette région. Et cette région n'est pas dans le futur. Elle existe maintenant, quelque part le long de l'axe temporel. La seule raison pour laquelle tu ne l'aperçois pas encore, c'est que ta conscience n'a pas encore atteint cette partie de ta pellicule de vie. Mais elle y arrivera. Elle doit y arriver.
c'est déjà écrit. Alors maintenant, assis là où tu es, réfléchis vraiment à ce que cela signifie. Chaque instant de joie que tu vivras est déjà vécu quelque part dans l'univers bloc. Chaque moment de souffrance que tu endureras est déjà enduré. Tes victoires futures et tes défaites à venir existent côte à côte, éternellement présentes dans la géométrie de l'espace-temps. Tu n'es pas en train de créer ta vie. Tu es en train de la découvrir, de lire un livre dont toutes les pages sont déjà écrites. L'univers bloc ne te laisse aucune liberté, aucune possibilité de changement, aucun espoir que demain puisse être différent de ce qui est déjà gravé dans la structure fondamentale du réel. Tu es prisonnier de ton propre futur. Et ce futur te regarde maintenant, figé et patient, attendant que ta conscience le rejoigne. Orsay, France, laboratoire d'optique quantique, l'année 1982. Un physicien français nommé Alain Aspect s'apprête à réaliser l'expérience la plus dérangeante du XXe siècle. Sur sa table de travail, des lasers, des détecteurs, des fibres optiques disposées avec une précision chirurgicale. Ce qu'il va mesurer dans les prochaines heures ne devrait pas exister. Einstein lui-même a passé les 30 dernières années de sa vie à prouver que c'était impossible. Mais Aspect va démontrer que l'univers viole sa propre limite de vitesse, que deux particules séparées par des kilomètres peuvent communiquer instantanément, et que le temps, comme séquence causale linéaire, est une fiction commode qui s'effondre au niveau quantique. L'histoire commence 50 ans plus tôt, en 1935. Einstein, accompagné de Boris Podolsky et Nathan Rosen, publie un article destiné à détruire la mécanique quantique. Ils décrivent une situation impossible, deux particules intriquées, liées quantiquement même après leur séparation. Si tu mesures une propriété de la première particule, l'état de la seconde change instantanément, peu importe la distance qui les sépare. Einstein appelle cela une action fantôme à distance. Pour lui, c'est la preuve que la mécanique quantique est incomplète, qu'il manque des variables cachées que nous ne comprenons pas encore. Car rien ne peut voyager plus vite que la lumière. C'est la loi suprême de la relativité. Si deux particules communiquent instantanément à travers l'espace, elles violent cette limite sacrée. Donc, conclut Einstein, la mécanique quantique doit être fausse. Il ne réalise pas qu'il vient de décrire un phénomène réel. Pendant des décennies, le paradoxe EPR, nommé d'après Einstein, Podolsky et Rosen, reste une curiosité théorique. Puis, en 1964, un physicien irlandais nommé John Bell change tout. Il dérive une inégalité mathématique, un test simple qui peut distinguer entre deux visions du monde. Soit Einstein a raison, et il existe des variables cachées locales qui expliquent les corrélations quantiques. Soit la mécanique quantique a raison, et l'intrication est réelle, violant la localité et permettant des corrélations instantanées à travers l'espace. Les inégalités de Bell fournissent un nombre. Si les expériences donnent un résultat inférieur à ce nombre, Einstein gagne. Si elles donnent un résultat supérieur, la localité est morte. Le réel peut être non local. L'espace n'est qu'une illusion de surface, masquant des connexions instantanées dans les profondeurs quantiques. Aspect construit son expérience avec une obsession maniaque. Deux photons intriqués sont créés simultanément, puis envoyés dans des directions opposées vers des détecteurs séparés par 12 mètres. Chaque détecteur mesure la polarisation de son photon.
verticale ou horizontale, gauche ou droite. La mécanique quantique prédit que si les deux photons sont intriqués, les résultats seront corrélés même si aucun signal ne peut voyager entre eux. Pas corrélés comme deux pièces de monnaie qui montrent toutes deux face par hasard. Corrélés d'une manière impossible à expliquer par des variables cachées locales. Corrélés d'une manière qui viole les inégalités de Bell. Corrélés d'une manière qui nécessite une communication instantanée. Le 23 juillet 1982, l'expérience commence. Les lasers s'allument, les photons sont émis, les détecteurs cliquent, 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 cliquent. Des milliers de mesures par seconde. Chaque paire de photons intriqués, séparés par 12 mètres, puis mesurés simultanément. Les données s'accumulent. Aspect et son équipe analysent les corrélations. Ils calculent le paramètre S, le nombre qui déterminera le destin de la réalité locale. Si S est inférieur ou égal à 2, Einstein avait raison. Si S dépasse 2, la localité est une illusion. L'ordinateur affiche le résultat. S égale 2,697, plus ou moins 0,015. La violation est statistiquement écrasante. Plus de 100 écarts types au-dessus du bruit. La probabilité que ce soit un hasard est inférieure à 1 sur 1 milliard de milliards. Les photons communiquent instantanément. Mais ce qui rend cette découverte vraiment terrifiante pour la conception du temps, c'est la vitesse. Aspect améliore son expérience en changeant aléatoirement les orientations des détecteurs pendant que les photons sont en vol. Il le fait en 10 nanosecondes. Les photons mettent 40 nanosecondes pour parcourir les 12 mètres qui séparent les détecteurs. Cela signifie qu'aucun signal voyageant à la vitesse de la lumière ne peut aller d'un détecteur à l'autre pendant la mesure. Pourtant, les corrélations persistent. Le photon A sait instantanément ce que le photon B a mesuré. Pas en 40 nanosecondes. Pas à la vitesse de la lumière. Instantanément. Temps de transmission. 0. L'espace entre les deux photons n'existe pas pour leur corrélation quantique. Ils sont connectés à travers une dimension qui ignore la distance spatiale et temporelle. Les implications fracassent toutes les intuitions sur la causalité. Si deux événements peuvent être corrélés sans qu'aucun signal causal ne voyage entre eux, alors la notion même de séquence temporelle devient suspecte. Dans la relativité restreinte, la simultanéité est relative. Deux événements simultanés pour toi peuvent ne pas l'être pour moi. Mais l'intrication quantique crée des corrélations qui sont absolues, indépendantes du référentiel. C'est comme si les photons intriqués partageaient un maintenant absolu, un présent universel, qui viole la relativité de la simultanéité. Einstein a détruit le temps absolu avec la relativité. La mécanique quantique semble le réinventer d'une manière encore plus étrange avec l'intrication. Ces deux théories fondamentales racontent des histoires incompatibles sur le temps, et personne ne sait comment les réconcilier. D'autres physiciens reproduisent l'expérience d'Aspect avec des distances de plus en plus grandes. En 1997, Nicolas Gisin, à Genève, intrigue des photons et les envoie dans des fibres optiques vers deux villages séparés par 10 km. Violation des inégalités de Bell. En 2017, une équipe chinoise réalise l'expérience avec un satellite, intriquant des photons séparés par 1200 km. Violation confirmée. En 2020, des laboratoires du monde entier ferment simultanément toutes les échappatoires possibles dans un effort coordonné. Violation absolue. L'intrication quantique est réelle.
L'univers est non local. L'espace est une illusion qui masque des connexions instantanées. Mais voici la question qui devrait te glacer le sang. Si deux particules peuvent être corrélées instantanément à travers 1200 kilomètres, qu'est-ce qui empêche cette corrélation de s'étendre à travers le temps, aussi bien qu'à travers l'espace? Dans la relativité, l'espace et le temps sont unifiés en espace-temps. Une corrélation qui ignore la distance spatiale devrait aussi pouvoir ignorer la distance temporelle. Et c'est exactement ce que certaines expériences suggèrent. En 2012, des physiciens israéliens ont créé ce qu'ils appellent l'intrication temporelle. Ils intriquent deux photons qui n'existent jamais en même temps. Le premier photon est mesuré et détruit, puis le second est créé et mesuré. Pourtant, les corrélations violant les inégalités de Bell. Des particules séparées dans le temps peuvent être intriquées aussi fortement que des particules séparées dans l'espace. Le passé et le futur ne sont pas déconnectés. Ils sont liés par des corrélations quantiques qui transcendent la séquence temporelle. Alors, imagine ce que cela signifie pour ta conception du temps. Tu crois que le passé influence le futur à travers des chaînes causales, à cause B qui cause C. Mais l'intrication quantique révèle que les événements peuvent être corrélés sans chaîne causale. Deux mesures séparées par des années-lumière d'espace ou des années de temps peuvent être liées directement, sans médiation, sans signal voyageant entre elles. La causalité locale est une approximation valide à notre échelle. Mais au niveau fondamental, l'univers est tissé de connexions non locales et atemporelles qui violent toutes nos intuitions sur la cause et l'effet. Le temps comme fleuve unidirectionnel coulant du passé vers le futur est une fiction macroscopique. Au niveau quantique, le temps s'effondre. Les événements sont connectés à travers la structure même de l'espace-temps, d'une manière qui ignore la distance et la séquence. Aspect lui-même, des années après son expérience révolutionnaire, confesse dans une interview qu'il ne comprend toujours pas vraiment ce que signifie l'intrication. Nous avons les mathématiques, nous avons les prédictions, nous avons les confirmations expérimentales. Mais l'intuition manque. Comment deux particules séparées par des kilomètres peuvent-elles se comporter comme un seul système? La réponse la plus honnête est « Nous ne savons pas ». Peut-être que l'espace entre elles est illusoire. Peut-être qu'elles existent dans une dimension supplémentaire où la distance n'a pas de sens. Peut-être que l'univers entier est intriqué avec lui-même, tissé d'un réseau de corrélations quantiques qui lie chaque particule à toutes les autres instantanément. Et si c'est vrai, alors le temps tel que tu le conçois, cette séquence ordonnée d'instants isolés, n'a jamais existé. Il n'y a que le point zéro, l'instant éternel où tout est connecté à tout. Tu crois que ta conscience perçoit le temps, que ton cerveau reçoit des signaux sensoriels, les traite et te donne l'expérience du présent qui coule inexorablement du passé vers le futur. Mais voici ce que les dernières décennies de recherche en physique quantique et neurosciences suggèrent. Tu as tout inversé. Ta conscience ne perçoit pas le temps, elle le génère. Chaque instant que tu vis n'existe que parce que tu l'observes. Le temps n'est pas une dimension externe que tu traverses. C'est une construction émergente de ta conscience, un phénomène qui n'existe que dans l'acte d'observation lui-même. Sans observateur conscient, il n'y a pas de temps. Il n'y a qu'un brouillard quantique
de probabilités superposées, attendant qu'une conscience le solidifie en séquence temporelle. Le point de départ de cette révélation est l'effet observateur en mécanique quantique. Avant que tu mesures un électron, il n'a pas de position définie. Il existe dans une superposition quantique, simultanément à tous les endroits possibles, avec différentes probabilités. Ce n'est qu'au moment où tu l'observes que la fonction d'onde s'effondre et que l'électron acquiert une position précise. Ton observation crée littéralement la propriété que tu mesures. Maintenant, transpose ce principe au temps lui-même. Avant que tu observes un événement, il n'a pas de moment temporel défini. Il existe dans une superposition de tous les moments possibles. Ton observation efface cette superposition et assigne à l'événement une coordonnée temporelle précise. Tu ne découvres pas quand les choses se passent. Tu décides quand elles se passent par l'acte même de les observer. Cette idée radicale trouve son champion le plus éloquent en Roger Penrose, mathématicien et physicien britannique, lauréat du prix Nobel en 2020. Penrose propose que la conscience émerge de processus quantiques, se produisant dans des structures microscopiques à l'intérieur des neurones, appelées microtubules. Ces microtubules sont des cylindres protéiques d'environ 25 nanomètres de diamètre, assez petits pour que les effets quantiques deviennent significatifs. Selon Penrose et son collaborateur Stuart Hameroff, anesthésiste américain, les microtubules maintiennent des superpositions quantiques cohérentes pendant des périodes beaucoup plus longues que ce qui devrait être possible dans l'environnement chaud et humide du cerveau. Et quand ces superpositions s'effondrent, cet effondrement génère un instant de conscience, un battement de présent, un moment de maintenant. La théorie ORC-OR, pour Orchestrated Objective Reduction, va encore plus loin. Penrose affirme que l'effondrement de la fonction d'onde n'est pas causé par l'interaction avec un appareil de mesure classique. C'est un processus objectif déclenché par la gravité quantique quand une superposition atteint un certain seuil de différence d'énergie espace-temps. En termes simples, quand une superposition quantique devient trop grande, trop différente dans ses configurations spatiales, la courbure différentielle de l'espace-temps qu'elle crée force l'univers à choisir une réalité. Et dans le cerveau, ces effondrements objectifs se produisent de manière orchestrée dans les microtubules, créant les moments discrets de conscience que tu perçois comme le flux continu du temps. Ta conscience n'est pas une observation passive du temps, c'est le mécanisme même qui génère les instants temporels par effondrements quantiques successifs. Pense à ce que cela signifie vraiment. Entre chaque instant de conscience, entre chaque effondrement de fonction d'onde dans tes microtubules, le monde existe dans une superposition quantique. Tous les futurs possibles coexistent simultanément. Ce n'est qu'au moment où ta conscience effectue un nouvel effondrement qu'un de ces futurs est sélectionné et devient le présent. Tu n'avances pas dans le temps. Tu crées le temps en avançant. Chaque battement de ta conscience solidifie une tranche de réalité en choisissant parmi les possibilités quantiques. Le temps est le rythme de ta conscience. Sans conscience, il n'y aurait qu'une soupe atemporelle de probabilités superposées. Le passé lui-même pourrait ne pas exister de manière définie jusqu'à ce que tu t'en souviennes, solidifiant rétroactivement une version parmi toutes les histoires quantiques possibles. La décohérence quantique semble contredire cette vision, mais en réalité,
elle la renforce d'une manière plus subtile. La décohérence est le processus par lequel un système quantique perd sa cohérence et se comporte classiquement à cause de ses interactions avec l'environnement. Les physiciens ont longtemps cru que la décohérence résolvait le problème de la mesure, en expliquant pourquoi nous ne voyons jamais de superposition macroscopique. Mais la décohérence ne provoque pas vraiment l'effondrement de la fonction d'onde. Elle crée simplement l'illusion d'effondrement en intriquant le système avec l'environnement de manière si complexe que les interférences quantiques deviennent impossibles à observer. Les superpositions existent toujours mathématiquement. Elles sont juste cachées dans les corrélations avec des milliards de particules environnantes. Alors, qu'est-ce qui choisit finalement quelle branche de la fonction d'onde devient réelle? Certains physiciens répondent la conscience. L'interprétation de von Neumann-Wigner, développée dans les années 1930 et 1940, place explicitement la conscience au centre du processus de mesure quantique. John von Neumann a démontré mathématiquement que la chaîne de mesure quantique doit s'arrêter quelque part. Si un appareil mesure un électron, l'appareil devient intriqué avec l'électron. Si tu regardes l'appareil, tu deviens intriqué avec l'appareil. Si quelqu'un te regarde, il devient intriqué avec toi. Cette régression doit se terminer quelque part, sinon l'univers entier reste en superposition éternelle. Où s'arrête-t-elle? Eugène Wigner propose que la chaîne s'arrête à la conscience. Seul un observateur conscient peut vraiment effondrer la fonction d'onde et créer une réalité définie. Toute la chaîne causale remonte jusqu'à ta conscience, et c'est là, seulement là, que le réel émerge du possible. Mais si la conscience crée le temps, alors qu'est-ce qui crée la conscience? Ici, nous entrons dans un territoire vertigineux. Peut-être que la conscience n'est pas créée. Peut-être qu'elle est fondamentale, aussi basique que la masse ou la charge électrique. Le panpsychisme, cette vieille idée philosophique que la conscience est une propriété universelle de la matière, connaît une renaissance dans la physique moderne. Des physiciens comme David Chalmers et Christoph Koch suggèrent que même les particules élémentaires possèdent une forme primitive de conscience ou de proto-conscience. Quand ces particules s'organisent en structures complexes comme les cerveaux, leur proto-conscience s'intègre en une conscience unifiée, capable de générer des séquences temporelles complexes. Le temps que tu expérimentes n'est que la manifestation macroscopique d'innombrables microconsciences quantiques s'effondrant en rythme coordonné. Et voici la torsion finale, celle qui brise toute tentative de réconcilier cela avec ton intuition. Si ta conscience génère le temps, alors, avant ta naissance, le temps tel que tu le connais n'existait pas. Pas pour toi. L'univers pourrait avoir 13,8 milliards d'années d'histoire objective. Mais cette histoire n'est devenue réelle pour toi qu'au moment où ta conscience a émergé et a commencé à effondrer les fonctions d'onde en séquence temporelle. De ton point de vue subjectif, l'univers pourrait aussi bien avoir été créé il y a 5 minutes, avec tous les souvenirs et preuves d'un passé plus ancien déjà en place. Tu ne peux pas prouver le contraire, car ton seul accès au passé passe par ta conscience présente. Le passé que tu te rappelles est créé maintenant, dans cet instant de remémoration, par ta conscience qui solidifie une histoire parmi toutes les histoires quantiques possibles. Le physicien John Wheeler a résumé cette vision avec son univers participatif.
Dans cette conception, l'univers n'acquiert une existence définie qu'à travers l'observation. Les observateurs conscients, en mesurant et en observant l'univers, le font littéralement exister rétroactivement. L'histoire cosmique n'est pas un fait fixe et immuable. C'est une construction émergente, créée par les observations présentes, remontant dans le temps pour solidifier le passé. Ta conscience, maintenant, décide quel Big Bang s'est produit il y a 13,8 milliards d'années. L'univers se crée lui-même à travers nos observations, dans une boucle causale fermée, où le futur crée le passé, qui crée le futur. Le temps n'est pas une dimension que tu traverses. C'est une boucle que ta conscience tisse en observant. Alors assis là maintenant, réfléchis vraiment à ta situation. Tu n'es pas un passager du temps. Tu es son créateur. Chaque instant que tu vis n'existe que parce que ta conscience l'effondre depuis le brouillard de possibilités quantiques. Le passé que tu te rappelles est généré maintenant par l'acte de mémoire. Le futur que tu imagines contribue à déterminer quel présent émergera. Tu n'es pas dans le temps. Le temps est en toi. Il émerge de ta conscience, comme les vagues émergent de l'océan. Et quand ta conscience s'éteindra à ta mort, le temps s'éteindra avec elle. Pas le temps objectif peut-être, mais ton temps. La séquence temporelle subjective que tu appelles ta vie. Elle disparaîtra comme un rêve au réveil. Parce qu'elle a toujours été un rêve. Le rêve d'une conscience qui a cru vivre dans le temps, alors qu'elle le générait à chaque instant. Princeton, New Jersey, avril 1955. Albert Einstein, 76 ans, est allongé dans un lit d'hôpital. Un anévrisme aortique vient de se rompre. Les médecins lui proposent une opération qui pourrait prolonger sa vie de quelques années. Il refuse. « Je veux partir quand je veux, dit-il. C'est de mauvais goût de prolonger artificiellement la vie. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Et je le ferai élégamment. » Dans ces dernières heures, il demande ses équations, ces pages griffonnées de symboles mathématiques, sur l'unification des forces fondamentales. Il travaille sur elles jusqu'au bout, cherchant encore une façon de réconcilier la relativité et la mécanique quantique, de comprendre vraiment le temps. Puis, au petit matin du 18 avril, il murmure quelques mots en allemand que l'infirmière, qui ne parle pas cette langue, ne comprend pas. Et il meurt. Le dernier génie qui a tué le temps absolu s'éteint sans avoir résolu la contradiction qu'il a créée. Mais voici ce qu'on ne te raconte jamais sur les dernières décennies d'Einstein. Après avoir révolutionné la physique avec la relativité, après avoir démontré que le temps est relatif et que le présent n'existe pas universellement, il a passé le reste de sa vie dans un malaise existentiel profond. Ses lettres privées révèlent un homme hanté par les implications de ses propres découvertes. En 1952, il écrit à son vieux ami Maurice Solovin « Toi et moi savons tous les deux que la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion tenace. Mais cette illusion est si forte que je ne peux pas vivre comme si elle était fausse. Il a détruit le temps conceptuellement, mais il ne peut pas échapper au temps psychologiquement. Cette tension entre connaissance intellectuelle et expérience vécue l'a déchiré pendant 50 ans. Il savait que le libre arbitre était probablement une illusion dans l'univers bloc de sa relativité. Mais il continuait à faire des choix, comme s'ils importaient, prisonnier d'une expérience subjective qu'il savait être un mensonge.
Erwin Schrödinger, celui-là même qui a formulé l'équation fondamentale de la mécanique quantique, a subi une crise similaire, mais encore plus dévastatrice. En 1958, 3 ans après la mort d'Einstein, Schrödinger publie un petit livre étrange intitulé « Mon point de vue du monde ». Ce n'est plus un texte de physique. C'est un manifeste mystique où il affirme que la conscience individuelle est une illusion, que seule existe une conscience universelle éternelle, et que la multiplicité des êtres conscients n'est qu'une apparence trompeuse. Schrödinger a basculé du matérialisme scientifique au Vedanta hindou, convaincu que la mécanique quantique révèle une vérité que les Upanishads enseignent depuis 3000 ans. Il n'y a qu'une seule conscience, éternelle et indivisible, se rêvant elle-même sous forme de milliards d'individus séparés. Le temps, l'espace, la multiplicité. Tout cela n'est que Maya, illusion cosmique. Il est mort en 1961, rejeté par ses collègues physiciens, qui le considéraient comme ayant perdu la raison, embrassé par des mystiques qui voyaient en lui un scientifique illuminé. Werner Heisenberg, découvreur du principe d'incertitude, a connu une évolution similaire vers la fin de sa vie. Dans ses dernières conférences, il citait Platon et les présocratiques plus souvent qu'il ne citait des physiciens contemporains. Il affirmait que la physique moderne redécouvrait ce que les philosophes grecs avaient intuité, que la réalité fondamentale n'est pas matière mais forme, pas substance mais relation, pas être mais devenir. Pour Heisenberg, la mécanique quantique révèle que les particules ne sont pas des objets solides, mais des potentialités, des ondes de probabilité qui n'acquièrent des propriétés définies que dans l'acte d'observation. Cette vision rappelle étrangement la théorie des formes de Platon, où les objets concrets ne sont que des ombres imparfaites d'idées éternelles. Heisenberg a passé ses dernières années à essayer de convaincre quiconque voulait l'écouter que l'art et la philosophie devaient se réconcilier, que nous avions besoin d'un nouveau langage pour parler de réalités qui échappent aux catégories ordinaires de l'existence. Il est mort en 1976, frustré que presque personne ne prenne au sérieux cette quête. Niels Bohr, le grand rival d'Einstein dans les débats sur la mécanique quantique, n'a pas basculé dans le mysticisme, mais a développé une philosophie de résignation encore plus troublante. Sa doctrine de la complémentarité affirme que nous devons accepter des descriptions contradictoires de la réalité selon le contexte expérimental. Un électron est une onde. Un électron est une particule. Les deux descriptions sont vraies et contradictoires, et nous devons simplement vivre avec cette contradiction. Pour Bohr, la physique quantique nous enseigne l'humilité épistémologique. Il existe des limites fondamentales à ce que nous pouvons savoir sur la réalité. Nous ne pouvons pas visualiser ce qui se passe vraiment au niveau quantique. Nous ne pouvons que prédire les résultats de mesure. La réalité en soi, indépendamment de nos observations, pourrait être à jamais au-delà de notre compréhension. Cette philosophie de renoncement cognitif a infecté toute une génération de physiciens qui ont appris à calculer sans comprendre, à prédire sans visualiser, à accepter l'absurdité mathématique comme prix du succès expérimental. Mais le cas le plus déchirant est peut-être celui de Kurt Gödel, mathématicien et ami proche d'Einstein à Princeton. Gödel a démontré les théorèmes d'incomplétude qui prouvent que tout système mathématique suffisamment complexe contient des vérités qui ne peuvent pas être démontrées à l'intérieur du système.
Puis en 1949, il a découvert une solution aux équations de la relativité générale d'Einstein qui permet les voyages dans le temps. Dans l'univers de Gödel, tu peux partir dans le futur et revenir avant ton départ. Le temps devient circulaire. La causalité s'effondre. Einstein lui-même a admis que cette solution le troublait profondément. Gödel en a conclu que le temps n'existe pas du tout, que c'est une illusion créée par notre perception limitée d'une réalité quadridimensionnelle éternelle. Cette révélation l'a plongé dans une paranoïa croissante. Il croyait que des gens essayaient de l'empoisonner. Il ne mangeait que la nourriture préparée par sa femme Adèle. Quand elle fut hospitalisée en 1977, Gödel a refusé de manger. Il est mort de faim volontaire en 1978, pesant 30 kilos. Un génie qui a prouvé que le temps n'existe pas s'est laissé mourir plutôt que de continuer à vivre dans son illusion. Ce que ces histoires révèlent, c'est un pattern terrifiant. Les esprits les plus brillants du XXe siècle, ceux qui ont vraiment compris les implications de la relativité et de la mécanique quantique, ont presque tous sombré dans des crises existentielles. Certains ont trouvé refuge dans le mysticisme, d'autres dans la résignation philosophique, d'autres encore dans la folie pure. Aucun n'a trouvé la paix, car ils avaient vu derrière le voile, et ce qu'ils avaient vu était insoutenable pour une conscience humaine. Que le temps est une illusion, que le libre arbitre n'existe probablement pas, que la réalité au niveau fondamental est absurde, contradictoire, au-delà de toute compréhension intuitive, que nous vivons dans un univers qui viole systématiquement toutes nos intuitions sur ce qui devrait être possible. Et pire encore, que nous ne pouvons pas échapper à ces illusions, même après avoir compris qu'elles sont fausses. La communauté scientifique a réagi à ces crises en adoptant une stratégie d'évitement systématique. L'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique, développée par Bohr et Heisenberg, nous dit explicitement de ne pas chercher à comprendre ce qui se passe vraiment. Tais-toi et calcule, résume brutalement cette approche. Les physiciens modernes apprennent à manipuler les équations avec une virtuosité mathématique impressionnante, mais évitent soigneusement les questions philosophiques sur du temps, de la conscience, de la réalité. Quand un étudiant ose demander ce que signifie vraiment l'effondrement de la fonction d'onde, on lui répond que ce n'est pas une question physique, mais philosophique, donc pas pertinente pour là. Cette séparation artificielle entre calcul et compréhension, entre prédiction et explication, est un mécanisme de défense collectif contre la folie qui a emporté les pionniers. Alors voici la vérité, que personne ne te dit clairement. Nous vivons plus d'un siècle après la découverte de la relativité et de la mécanique quantique. Nous avons construit des technologies extraordinaires basées sur ces théories. Des ordinateurs quantiques, des horloges atomiques, des GPS qui corrigent la dilatation temporelle relativiste. Mais nous ne comprenons toujours pas vraiment ce qu'est le temps. Nous ne savons pas si le libre arbitre existe. Nous ne savons pas comment réconcilier l'univers bloc de la relativité avec les probabilités quantiques. Nous ne savons pas si la conscience joue un rôle fondamental ou est juste un épiphénomène. Et surtout, nous avons collectivement décidé de ne pas trop y penser, parce que ceux qui y ont vraiment pensé ont payé un prix terrible. Maintenant, assis là dans ce moment que tu appelles présent, tu dois faire un choix. Tu peux revenir à l'illusion confortable, croire que le temps coule, que tu as du libre arbitre,
que le futur est ouvert et indéterminé. C'est probablement la décision la plus saine. Ou tu peux rester dans l'inconfort de ce que la physique révèle. Que tu es peut-être prisonnier d'un instant éternel dans un univers bloc quadridimensionnel. Que ta conscience génère peut-être le temps plutôt que de l'expérimenter. Que chaque certitude sur la réalité s'effondre sous l'examen rigoureux. Que tu ne sais pas ce que tu es, où tu es, ni même quand tu es. Le paradoxe du temps reste ouvert, béant, attendant une résolution que personne n'a encore trouvée. Et peut-être que cette absence de résolution est elle-même la réponse. Peut-être que le temps est fondamentalement paradoxal, que nous devons vivre avec des vérités contradictoires, que l'univers refuse de se plier à notre besoin de cohérence logique. Les pionniers ont payé le prix de cette compréhension. Maintenant, c'est à toi de décider si tu veux suivre leur chemin ou retourner au sommeil rassurant de l'illusion quotidienne.